On est arrivé en mars 2013 et puis on a découvert ce parterre de jonquilles dans le bois là-bas. Du coup, voilà, j'ai appelé ma ferme la ferme des jonquilles. J'ai fui la région parisienne parce que j'en pouvais plus de la région parisienne. Chacun son truc, hein. J'ai plein de potes là-bas, ils sont très bien là-bas. Mais... À la sortie de mon dernier emploi, j'ai été licencié, licenciement économique avec 90 autres personnes. Et comme c'était une grosse boîte, j'en ai profité pour faire un bilan de compétences. Voilà. Et puis de ce bilan de compétences est ressorti ce projet en maraîchage. Quand j'étais petite, j'adorais venir ici déjà. Mes arrière-grands-parents étaient en ferme. Moi, ce qui me plaisait, c'était le contact avec la nature, les animaux, voilà. Et puis, au fil des expériences, je suis partie en montagne finir mes études et j'ai rencontré énormément d'agriculteurs qui m'ont donné l'amour du métier. Et puis, quand je suis revenue ici, j'ai eu l'occasion de m'installer sur les terres familiales et donc je me suis lancée. Voilà. Toute la période d'installation est difficile parce que c'est énormément de démarches administratives et du coup, la SIAP nous aide dans ce moment-là. Coopérative d'installation en agriculture paysanne. On accompagne les gens qui veulent s'installer en agriculture et qui ne sont pas forcément nés du milieu agricole ni du territoire. En partant du principe qu'il y a un gros enjeu à accueillir une nouvelle population au niveau du milieu agricole pour renouveler les générations et que c'est pas qu'on manque de candidats mais qu'il y a besoin d'accueillir ceux qui veulent bien venir. J'ai commencé à la SIAP au moment où j'ai reçu mes chevrettes. Donc il y a 1 an, et j'avais fait une formation à la Chambre d'agriculture, mais la SIAP, ça a complété complètement ma formation théorique. Ça m'a aidé au niveau, ça m'a amené des compétences déjà par la formation, des compétences en gestion d'entreprise, en comptabilité. Ça m'a également permis de rencontrer des gens du réseau justement paysan. C'est surtout ça en fait qui a été bénéfique. Nous, notre pari, il est de dire... si on s'installe quelque part dans le Grand Ouest, si on cherche ça, oui, on va avoir plein d'opportunités, mais on n'est jamais là au bon moment, en fait. Alors que quand on est sur un territoire, à l'échelle du canton, à l'échelle de la relation humaine, à l'échelle des gars de la CUMA, à l'échelle de gens qui nous connaissent, de voisins, de bouche à oreille, là, oui, on arrive à tenir le pari de, en 1 an d'immersion territoriale, pouvoir... mobiliser les différents moyens de production qu'on a nommés, le foncier, les circuits de commercialisation, les financements, les réseaux. Et l'idée, c'est de pouvoir être 1 an en immersion territoriale pour amorcer les réseaux d'entraide, donc donner du temps, rencontrer les gens, filer des coups de main avant d'en avoir besoin. Donc ça, c'est le cœur de notre dispositif et c'est le stage paysan créatif. Le stage paysan créatif, ça m'a permis justement de faire ma recherche de foncier de manière assez sereine. C'est-à-dire que le stage m'offrait un cadre, un statut déjà. Et puis ça me permettait l'objectif du stage paysan créatif, c'est aussi de se constituer un réseau. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que moi, j'avais fait le choix d'avoir 2 paysans référents. Les paysans dont je parlais tout à l'heure qui me proposaient des terres à l'époque, et d'autres maraîchers qui sont dans un village à côté. Donc du coup, ça me permettait à la fois d'être dans cette recherche de foncier et à la fois d'être chez des maraîchers, de continuer à m'aguerrir en maraîchage. Ça m'a permis justement de monter mon projet en m'aidant de ces personnes-là, notamment les gens de mon territoire, vraiment à Pontchâteau, que je ne connaissais pas forcément. Et donc la SIAP m'a aidée à rencontrer ces gens-là, à aller vers ces gens-là et rencontrer dès le début les bonnes personnes pour m'aiguiller et construire le projet avec eux. Là où je trouve qu'il y a des indicateurs qui sont encore plus positifs et qui vont au-delà de ce qu'on avait imaginé, c'est au-delà même de cet enthousiasme des territoires, c'est oui, les 100 paysans référents qui sont demandeurs aujourd'hui de la SIAP et qu'on soit en vrai lien et pas juste contractuellement signer un papier ensemble, qui est quelque chose qui s'invente. C'est les banques de travail qui s'ouvrent et qui intègrent des porteurs de projets et des porteurs de projets qui deviennent eux-mêmes animateurs de leur territoire pour reconstruire d'autres formes de dynamique collective en lien avec celles qui existent déjà. Là, pour moi, il se passe quelque chose et qui est inhérent au dispositif qu'on propose. Cette envie de grandir ensemble, on ne l'a pas inventé, c'est juste que la SIAP le permet en fait. Et en ça, c'est une cheville ouvrière d'un truc génial, quoi.
Ici, on a des vaches laitières, on a à peu près 70 vaches laitières. On a aussi une activité maraîchage sur l'exploitation, donc on est 3 associés. Alors sur l'activité laitière, on est en circuit long, donc c'est-à-dire qu'on est adhérent à une coopérative. Donc il y a un camion qui vient tous les 3 jours pour collecter le lait. Et voilà, donc le lait ensuite part souvent à côté de Nantes. Il est transformé en lait liquide, en beurre, en yaourt, en fromage, plutôt pour les grandes et moyennes surfaces. Moi, quand je me suis installé, je me suis un petit peu posé la question de la transformation de la vente directe, mais pas beaucoup, parce que la transfo et la vente directe, c'est 2 autres métiers qui, moi, me correspondaient pas trop. Moi, ce que j'aime, c'est être avec mes animaux, c'est être éleveur. Le circuit court, c'est une super chose, hein. Il y a des paysans qui se retrouvent complètement dans ce système-là, des consommateurs aussi, et il faut continuer à les encourager. Après, je pense qu'on aura toujours quand même besoin des circuits longs, parce que aujourd'hui, la plupart des gens habitent en ville. Il faut quand même qu'on continue à s'intéresser à l'organisation collective des producteurs dans les circuits longs. Et là, je pense qu'il y a de l'avenir pour une agriculture à taille humaine, y compris dans les circuits longs. Et je pense que c'est aujourd'hui un combat qu'on a à mener qui est très important. Pour moi, le premier problème, c'est un problème politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore sur un système agricole qui pousse à l'agrandissement des fermes, qui pousse à l'intensification. Il faut réussir à sortir de la spirale du toujours plus, toujours produire plus, et à un moment se poser les questions, mais qu'est-ce qu'on veut demain pour notre agriculture? Est-ce qu'on veut une agriculture qui est faite par des agromanagers, avec des grandes fermes, qui produisent des aliments de basse qualité? Et pour ça, c'est clair que la majorité des paysans, de nos collègues paysans, il n'y a plus de place pour eux, hein. Ça, faut pas se voiler la face. Ou alors, est-ce qu'on dit, non, on veut conserver une agriculture à taille humaine, on veut conserver une agriculture paysanne, comme on l'appelle à la Confédération paysanne, et qui repose sur des paysans nombreux. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a une place pour les agriculteurs d'aujourd'hui dans ce système-là, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir les deux, parce qu'il y en a une qui est prédatrice de l'autre. Quand on achète beaucoup, il faut vendre beaucoup, et du coup, on rentre dans un cercle un peu vicieux, où on doit vendre, donc on augmente la production, donc on achète plus, et qu'au final, il y a beaucoup de circulation d'argent entre ce qui rentre et ce qui sort, mais au final, il n'y en a pas beaucoup pour le paysan. Et donc l'idée, c'est aussi ça, c'est de retrouver une maîtrise de son métier, d'être le plus autonome à la fois dans ses choix techniques, mais aussi dans ses choix décisionnels, de pouvoir vraiment garder la maîtrise sur son métier. Et ça passe par, je pense, par de l'autonomie sur l'alimentation des animaux notamment. On est peu dépendant des vendeurs d'engrais, des vendeurs de phyto, des conseillers de coopératives qui te disent comment faire. Et ça, c'est vraiment une joie dans son métier de se sentir libre en fait. Aujourd'hui, moi je me sens bien dans mon métier de paysan, je me sens heureux et c'est ça qui compte. Dans ma jeunesse, en tout cas, je n'avais pas de copains paysans. J'avais surtout plein de copains, mais chacun ayant choisi des voies différentes. Et du coup, j'avais besoin quand même de me retrouver dans un milieu de paysans. Donc, au départ, évidemment, plutôt pour parler des difficultés des premières années de l'installation, et puis très vite, envie de chercher collectivement des solutions, de se bouger avec les autres. Les idées qui ont donné naissance ensuite à notre structure Escolerico Laboranza Gambara, Chambre d'agriculture du Pays Basque, elles ont germé. Elles ont été discutées au niveau de ELB, qui est la Confédération paysanne du Pays Basque. Je suis assez vite, assez jeune, entrée au comité d'animation de ELB, que j'ai suivi pendant plusieurs années. Et c'est le syndicat qui a porté plus tard la revendication d'outils institutionnels spécifiques au Pays Basque, en matière agricole notamment, et donc qui avait la volonté de créer une chambre d'agriculture pour le Pays Basque.
Chambre d'agriculture parce que c'est un établissement public, donc c'était un peu la première pierre d'un cadre institutionnel pour notre Pays basque. C'était un outil de développement financé par l'argent public, avec des gens qui sont élus au suffrage universel, Parlement de paysans, et qui était censé donner une ligne directrice au développement agricole qui soit au-dessus des intérêts privés, des intérêts partisans, etc. Comme on ne l'a pas obtenu par les voies normales, l'État ne nous l'a pas accordé, donc on s'est dit on va faire notre propre outil tout seul. Donc on a créé sous forme associative Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Alors, ce n'est pas l'outil pour l'outil, ce n'est pas pour dire « tiens, on l'a nous aussi », mais c'est vraiment au service d'un projet. Et le projet de développer, d'accompagner le développement de l'agriculture paysanne sur les fermes du Pays basque. Le défi, c'est de démontrer qu'une autre voie est possible, qu'il y a une autre logique, une autre cohérence sociale, économique, environnementale, culturelle, qu'il y a une autre cohérence globale et durable. Et c'est de montrer ce que les autres ne veulent pas, justement, voir, c'est que le chemin unique, ce n'est pas le chemin qui mène au chaos, la restructuration, et moins il y a de paysans et mieux on se porte, et le jour où il n'y en aura plus, eh bien, on se posera des questions. Et on le voit déjà ici, hein, même sans aller... Lui, mon voisin qui, à la rigueur, qui a 300 ou 400 brebis, et qui vend, il est tout le temps dans sa bergerie. Il n'a même pas le temps d'aller, il ne pense même pas aux réunions, il s'en fout des réunions, il se dit il faut produire, il faut que je rembourse les prêts, etc. Et le camion, il vient chercher le seul lien qu'il a avec l'extérieur, à la rigueur, c'est le camion qui vient lui pomper le lait dans le tank, et puis c'est tout. On ne peut pas aller chez les gens en disant ben voilà, nous c'est l'agriculture paysanne, mais si on n'est pas capable de répondre à son problème je ne sais pas, avec son vendeur de matériel ou son problème foncier, etc., ou autre chose, ou ses déclarations PAC, là, qu'il a un contrôle, il a un problème, ou il s'est bourré, ou je ne sais pas quoi, eh bien, voilà. Donc au départ, on avait souhaité travailler autour de 4 grands pôles, plus ou moins. Il y avait un peu le suivi des politiques agricoles, donc là, il y a forcément du service pour remplir des dossiers, tout simplement, aider les paysans sur le plan administratif. Ensuite, il y a toutes les questions autour de la transmission et de l'installation. Donc là, l'évaluation des projets, comment on s'installe, etc. Il y a le gros chantier autour de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, ça englobe plein de trucs. Hein. Il y a la valeur ajoutée dans l'acte de production, dans l'acte de transformation, dans l'acte de vente. Et puis il y a des domaines un peu plus larges liés au développement local et à l'aménagement du territoire. Le type d'agriculture que l'on veut développer, il faut qu'il ait le soutien de la société. Il faut qu'il ait le soutien des citoyens. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a le premier cercle, c'est la ferme peut-être, mais après il y a le deuxième cercle, c'est le premier voisin. Après le deuxième ou troisième cercle, c'est le village à côté. Après c'est la ville. Le premier cercle, il est ici, mais il y a plein d'autres. Comme c'est quand tu balances un caillou dans la flotte et que tu as plein de cercles, mais c'est ça. Et on se veut comme ça, quoi. On ne s'arrête pas au premier. Le caillou, il ne fait pas qu'un cercle, il en fait plein. Et on est là, dans ce petit caillou. On est de moins en moins de paysans, on pèse très peu dans les urnes, mais on a un rôle quand même très important. On fabrique, on produit de la nourriture et puis on a une responsabilité. Je cherchais le terme, une responsabilité quand même. Donc stratégiquement, c'est important que les gens autour de nous qui ne sont pas du monde agricole nous comprennent ce qu'on défend et nous soutiennent. Et puis, au-delà de ça, quand on est à titre individuel producteur sur une ferme, qu'on sait
qui consomment nos produits, pourquoi ils les consomment et qu'ils en sont satisfaits, c'est une grande fierté, c'est très important, évidemment. C'est très important. Et puis on a beaucoup à apprendre, nous aussi, des autres, de ce que la société attend de nous. On a beaucoup à attendre de cet échange, je pense, qui est très enrichissant. J'ai toujours, depuis toute petite, j'ai eu cette envie-là. D'abord, l'attrait de l'élevage. J'ai toujours été passionnée par l'élevage, les animaux. Et puis, il y avait le côté, ça plus en grandissant, comment moi, à mon niveau, quel rôle je peux jouer et qu'est-ce que je peux faire pour faire vivre ce petit coin de terre, faire vivre nos zones rurales. Et donc, l'idée, c'était ça, de vivre et travailler au pays, tout en m'épanouissant dans une activité qui me plaisait, donc l'élevage. Voilà. Je me suis installée avec une reprise de capital qui était raisonnable. Mais bon, à l'époque, j'avais 20 et quelques années. On s'installe, il y a du stress. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va fonctionner? On reprend derrière. Moi, je prenais la place de ma mère dans le GAEC, mes parents qui avaient 30 ans de carrière derrière eux. Et on se dit, même s'il y avait Laurent, il y a quand même du poids sur les épaules. Et cette crise du lait qui arrive, ça a été douloureux. Après, il y a eu toutes les actions qu'on a essayé de mener au niveau départemental avec la Confédération paysanne. La fameuse grève du lait qu'on a voulu faire, il fallait la faire, mais moi j'ai le souvenir de ce premier jour où on a ouvert la vanne du tank. Ça a été douloureux. En tant qu'éleveuse laitière, le lait c'est l'aboutissement de tout. Et c'était pas le côté, quand on a ouvert cette vanne du tank, c'était pas le côté économique de mon lait qui part à l'égout. Enfin, il y avait ça, mais c'était la sensation de gâchis de notre travail, de tout ce qu'on avait accompli. Donc il y a eu un passage difficile. Et puis après, on s'est posé la question comment. Il y avait les solutions collectives qu'on essayait de trouver avec les syndicats. Et puis après, il y a individuellement sur ma ferme, comment je fais on s'est dit, en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. La première qui pouvait s'offrir à nous, c'était de dire, on intensifie. On avait 40 vaches, on avait 10 places dans le bâtiment de plus. On pouvait se dire, on met 10 vaches de plus, on achète à manger pour les vaches, et puis on intensifie, et puis on va essayer de s'en sortir comme ça. Bon, très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas la bonne solution, parce que économiquement, on n'était pas autonome en fourrage, donc économiquement, on n'allait pas pouvoir s'en sortir. Deuxièmement, on allait se charger en boulot, Et c'est pas ce qu'on voulait. On était déjà bien chargés. On reprenait une ferme. Quand on reprenait une ferme voisine pour l'installation du 3e associé, il y a toujours du travail, des clôtures à refaire. Donc, au niveau, on voulait pas trop toucher au côté vivable de la ferme. Donc, on voulait pas se charger en boulot. Et puis, troisièmement, au niveau idéologique, ça correspondait pas du tout à ce qu'on voulait. De dire on va s'accaparer des droits à produire pour essayer, nous, de tirer notre épingle du jeu. Donc ça, on a évacué cette solution et on s'est orienté plutôt vers le développement de l'activité vente directe. Donc ça a vraiment permis de passer ce cap difficile de la crise du lait, je dirais d'asseoir un peu notre système, de le sécuriser et puis de maintenir l'emploi sur la ferme. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui subissent leur métier aujourd'hui. Alors quand ils ont fait leur formation agricole, il y a plein d'enthousiasme, il y a plein d'envie. Et aujourd'hui, ils subissent, ils disent j'ai pas eu le choix, il a fallu que j'agrandisse mon bâtiment, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je prenne plus de vaches. Donc ça veut dire qu'on a perdu la maîtrise. Ça veut dire que les gens font plus ce qu'ils veulent sur leur ferme. Et c'est quand même embêtant au sens de... À la fois, ils se veulent des chefs d'entreprise, mais c'est pas eux qui dirigent, C'est les multinationales qui font pression sur les politiques, qui mettent en place des subventionnements, qui font que j'ai pas le choix, il a fallu que je change d'assolement, il a fallu que j'optimise telle prime. Et c'est la négation complète. Et il y a des gens qui en souffrent en fait de ça. Donc il y a des gens qui souffrent et il faut que les politiques publiques les aident à changer de système pour ne plus souffrir. La grosse chance qu'on a, c'est qu'il y a 10 milliards d'euros sur la PAC.
si on considère que l'alimentation, c'est vraiment le chapeau commun, le bien commun de tous les peuples, d'avoir une alimentation de qualité. Ces 10 milliards d'euros, on peut les faire changer. Pour le moment, ils sont plutôt vers une agriculture intensive. On peut dire la priorité, c'est l'alimentation de qualité. On les distribue à des gens qui vont produire une alimentation de qualité. Et les paysans ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils vont changer leurs pratiques. Aujourd'hui, les fermes-usines, elles servent qui? Elles servent les multinationales d'amont et d'aval. Et elles servent à aller exporter pour tous les boursicoteurs qui achètent des céréales, qui les revendent 4 fois dans la journée pour aller gagner un peu plus d'argent. C'est pas ça la conception du métier. Et les 10 milliards d'euros de la PAC, c'est une chance inouïe pour changer le cap de l'agriculture. Mais si l'argent public, c'est 10 milliards d'euros, là, cette espèce de magot qui est confisqué par les multinationales, si on le donne à l'agriculture de qualité, à l'agriculture qui crée de l'emploi, on va changer la face du monde, quoi. Alors ici, nous sommes à la Super-Halle d'Oulin. Donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui regroupe un magasin de producteurs, une épicerie en agriculture biologique et un restaurant traiteur qui transforme les produits de la halle sur place pour le déjeuner de midi ou pour emporter à la maison. Parce que les producteurs de la Super-Halle d'Oulin sont au maximum à 80 km autour de Oulin. Comme avec mon associé, on venait de s'installer et qu'on n'avait pas encore nos débouchés, on a été assez emballé par ce projet. Donc un collectif de producteurs, mais pas que, ouvert sur la ville. Enfin, c'était un projet vraiment très très riche et qui nous a intéressés, donc on y allait tout de suite. Cette association d'activités a été pensée dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a le producteur qui veut maîtriser sa vente, l'épicerie qui va compléter et qui veut maîtriser son métier d'intermédiaire. Et pour parachever, j'ai envie de dire, cette idée déjà de mutualisation, il y avait l'idée d'un restaurant traiteur qui, lui, va transformer les produits pour, d'une part, démontrer qu'on peut tout faire en fait, avec les produits de la halle et surtout offrir en fait, des produits transformés pour un client plus urbain, parce qu'on est quand même en zone urbaine. Je suis content de me fournir directement chez le producteur plutôt que de passer par la grande distribution. Il y a peut-être aussi quelque part un acte politique aussi derrière, quoi. On a deux pouvoirs en tant que citoyen, c'est le bulletin de vote et la carte bleue. Donc il y a cette notion, effectivement, qui est certainement secondaire, parce que si les produits n'étaient pas bons, je ne viendrais pas. Et même pour nous, en tant que cuisinier, c'est super intéressant de pouvoir travailler en fait la matière brute et en faire quelque chose. Après, je pense qu'aussi le client il s'y retrouve parce qu'il retrouve des saveurs, etc. En fait, tous les midis, on reçoit à peu près entre 40 et 50 couverts. Ce projet est né de la volonté d'un groupe de producteurs et d'un groupe de personnes. Et dans ces groupes de personnes, il y avait GRAP et également La Jardinière. Alors le GRAP, c'est une coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire Groupement Régional Alimentaire de Proximité. C'est un groupe coopératif qui réunit des activités dans l'alimentaire bio, local, en circuit court et donc sur le territoire de Rhône-Alpes. Voilà, il y a eu énormément d'initiatives qui sont nées dans le secteur des circuits courts dans les années 2000. Chacun est un peu parti de son côté avec sa petite idée et nous on pense qu'en gros les années 2010 c'est le moment de la consolidation. Le sens du projet c'est circuit court et la maîtrise de ces circuits courts et toutes ces initiatives additionnées les unes avec les autres pourraient permettre de créer une économie complètement différente de l'économie à l'échelle d'un pays voire européen voire mondial tel qu'on les connaît aujourd'hui et dont on connaît aujourd'hui les limites. Et puis on est aussi sur des métiers qui sont les métiers de l'alimentaire qui sont des produits de première nécessité qui font que les marges sont faibles. Donc on gagne mal sa vie quand on travaille dans l'alimentaire, sauf à travailler sur des produits de luxe, mais ce n'est pas notre cas. Et donc du coup, pour avoir des meilleures conditions de travail, mieux gagner sa vie, travailler éventuellement moins que 50 heures par semaine, ce qui est quand même souvent le lot des petits épiciers, et du coup on pense qu'il faut mutualiser des choses et s'organiser ensemble, en tout cas pas rester seul dans son coin. Toutes les activités de GRAP travaillent ensemble sur certaines thématiques. Donc en termes de volume d'achat pour l'épicerie par exemple, l'épicerie elle va négocier ses prix auprès des fournisseurs, pas seulement pour son stock à elle et son volume de vente à elle, mais pour toutes les activités de GRAP aussi. Aujourd'hui, un an après l'ouverture, on est en mesure de payer tous les salaires des personnes qui travaillent sur place, donc ça c'est déjà beaucoup. Voilà. On crée une nouvelle activité alors que le marché de l'alimentaire est plutôt en récession. Et on a fait 800 000 € de chiffre d'affaires en un an. C'est déjà énorme.
Voilà. Donc ouais, nous, on trouve que c'est un succès. Après, on voudrait toujours que ça aille plus vite. Enfin, ce qui est essentiel, c'est le sens du projet. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas là par hasard, même si on vient tous d'horizons différents, d'histoires différentes, voire même de métiers différents. Donc il y a vraiment le sens de ce qui nous relie. Et après, ici et maintenant. Et le sens du projet, c'est que cette filière de distribution, elle s'inscrit dans faire une économie autrement. Je pense que tout le monde dans Grappe est au clair avec ça et préfère ça plutôt que de travailler, de gagner 2 fois plus et de ne pas trouver de sens quand il se lève le matin. Et nous, on est étonnés de voir le nombre de candidatures spontanées qu'on reçoit. Vraiment, c'est quelque chose d'important pour moi à titre de personne. C'est chez moi, je vais faire pareil. Et puis je suis vraiment content de pouvoir l'appliquer ici, en fait. Donc ça a vraiment du sens le fait que je travaille ici. Ouais. Donc moi, je suis gérante de l'épicerie, la partie épicerie bio. Avant, j'étais acheteur dans l'agroalimentaire, dans une grande entreprise qui travaillait avec la grande distribution. Et en fait, au bout de 7 ans, je me suis rendu compte que c'était pas un métier qui me plaisait pour la pression qu'on y avait, pour la pression qu'on devait mettre aux fournisseurs souvent. Et c'était pas comme ça que je voyais la relation entre un client et un fournisseur, notamment dans l'agroalimentaire. Voilà. Donc j'ai décidé de changer pour aussi trouver du sens dans le métier que je faisais. Et donc c'était un gros changement, c'était pas un petit changement pour moi, c'était une prise de décision importante, mais aujourd'hui je regrette pas du tout parce que voilà, je sais pourquoi je me lève tous les matins et je pense que c'est ça qui compte plus que le reste. Et en plus, on démontre que on peut faire autrement, voire il faut faire autrement aujourd'hui. C'est l'avenir. Notre vocation, c'est de remplacer l'économie conventionnelle, pas juste d'exister comme un petit microbe à côté d'eux. Voilà. Quand on est au milieu des champs, qu'on voit le grand paysage, voilà, ou qu'on est là pour bénéficier du premier rayon de soleil du printemps, voilà, on est content. Bon, voilà, il a fallu endurer les frimas de l'hiver avant, mais ça, voilà, on a des belles récompenses. Ouais, ce sentiment que nous, on est enracinés là, on travaille là, mais quelque part, notre travail, il rayonne sur le territoire. Et l'impression d'être un petit acteur, en fait, c'est chouette. Il y a du bonheur quand même dans ce métier-là. Et on doit être tellement heureux qu'on en oublie les 35 heures, puisqu'on travaille tout le temps.